Madame, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce lundi matin. C'est une nouvelle semaine qui s'est ouverte donc sur la radio. Fréquence Arthur aujourd'hui. C'est avec Idelphonse Kwaki, Gérard Ouessan et Michel Tchadja. Nous passerons au crible les derniers développements de l'actualité socio-politique avec le report de la date du scrutin de 10 jours, entériné vendredi dernier par le Conseil des ministres. À qui cela profite-t-il, se demande d'ailleurs le confrère L'éveil de la Nation, qui pose plusieurs autres interrogations. Les raisons évoquées sont-elles valables? Le gouvernement a-t-il été mis sous pression de la CEDEAO? Et puis, quelle incidence sur la suite du processus? Nous reviendrons sur le sujet, surtout que les experts de l'OIF sont supposés achever leur travail de consolidation du fichier électoral ce lundi. Le social, avec une nouvelle semaine de pression sur le gouvernement togolais. Les travailleurs persistent et signent. Ils veulent une augmentation de leurs revenus. Cette semaine devrait aussi être particulière, annonce-t-on. On aura l'occasion de placer un mot là-dessus. Bienvenue. D'abord, les unes des journaux parus ce matin. Nous allons commencer par le quotidien Liberté. Le peuple peut enfin parler. C'est le slogan du confrère Liberté. Alors, on va y aller maintenant. Préparatif du scrutin présidentiel d'avril 2015. Clément Aganaï a failli en venir aux mains avec un membre de la CENI. Le fameux expert met en place un mode de centralisation des résultats qui va créer la tension, souligne le journal Liberté. Les détails sur le sujet, c'est à lire à la page 6. Et demain, l'alternance. Ni chasse aux sorcières, ni destruction de biens pour un Togo nouveau. C'est le titre d'un autre article, donc à lire à la page 4. Et puis, révolte des détenus dans l'affaire des incendies à la prison civile de Lomé. Et il semble que Mohamed Loum veut se donner la mort. Le confrère est revenu sur le sujet. C'est à lire à la page 4. Œuvre sociale, Togo Terminal offre des latrines, forages et bâtiments scolaires aux populations de Kara et d'Aparon. Les détails, c'est à lire à la page 4. Et puis politique encore, et pour finir là, présidentielle 2015, audit du fichier électoral. En attendant l'avis des deux experts de l'OIF, le Conseil des ministres acte le report du scrutin sur le 25 avril. Voilà pour le quotidien Liberté. Le quotidien Forum de la semaine maintenant. Santé, Dr Iou demande la fermeture temporaire du CHU Sylvanus Olympio. Le DG Adom a montré ses limites et doit démissionner, ajoute le confrère Forum de la semaine. Vous lirez l'article et puis la lettre ou la demande de Dr David Ou à la page 3 du journal Forum de la semaine. Une interview exclusive de Yves Agui Palanga, interview donc par rapport aux mouvements sociaux, gouvernement RCT. Yves Agui Palanga de la CNTT qui dit les deux parties doivent jouer à l'apaisement. Elles doivent revenir à la table de négociation pour s'entendre. Vous lirez l'interview aux pages 4 et 7 du journal. Tournée du ministre Gilbert Bawara à Goué contre toute velléité qui entrave les projets de développement socio-économique. Le sujet donc à lire dans le journal, le Forum de la semaine. Golf Info aussi dans le kiosque ce lundi. Nouvelle action de la synergie des travailleurs du Togo. Une grande marche citoyenne ce jeudi à Lomé et à l'intérieur. Le détail c'est à lire dans le journal. Présidentielle d'avril 2015. Annonce officielle du report du scrutin. Mine, projet d'exploitation du phosphate carbonaté de Pémé. Bientôt des négociations avec les compagnies identifiées. Puis une interview de Brigitte Adjamagbo Johnson de CAP 2015 qui réagit donc par rapport au report du scrutin présidentiel. Les détails, c'est à lire à la page 7 du journal Golf Info. L'éveil de la nation, la présidentielle renvoyée au 25 avril 2015, à qui profite le report? C'est l'interrogation du confrère.
guichet unique pour le commerce extérieur du Togo, la phase export maritime au port autonome de Lomé lancée. Les détails, c'est à lire à la page 6. Présidentielle encore, Yalk et Bawara, le duo gagna pour un scrutin sans violence, écrit donc l'éveil de la nation ce matin, qui parle également des revendications sociales de la SCT. La férocité d'une obstination, mesure-t-on l'ampleur et les dégâts? C'est l'interrogation du confrère qui parle également de l'OTM, qui est le tribunal des pairs par rapport aux élections prochaines ou à l'élection prochaine, une élection apaisée. L'OTM forme 13 moniteurs. Il y a un centre d'appel, le numéro vert, 8201. Les détails sur le sujet, c'est à lire dans le journal L'éveil de la nation. Le correcteur présidentiel de 2015 et la volonté confirmée de fraude, le pouvoir dos au mur fait recours au trafiquant électoral Clément Aganaï pour publication de fausses tendances, report de la date du scrutin présidentiel au 25 avril, une démarche de légèreté et d'impertinence qui ne garantit nullement la transparence de l'élection, écrit le correcteur ce matin. Vous lirez l'article à la page 3. Bras de fer STT gouvernement. Après les grèves et sittings, les travailleurs s'annoncent dans les rues. Jeudi, des experts du gouvernement ont demandé l'application des 280 points depuis le 31 décembre 2014. Les détails sur le sujet, c'est à lire à la page 4. Et puis, les ODDH et la société civile condamnent avec vigueur la répression violente et barbare de la manifestation d'élèves à Gli. Voilà donc pour le journal Le Correcteur. Le combat du peuple maintenant. Togo, élection présidentielle 2015, le jeu de poker menteur, Alberto Olympio, un fouteur de merde, écrit le confrère Le Combat du peuple. Élection présidentielle au Togo, la problématique de la fraude électorale, l'opposition en quête d'une échappatoire, la quadrature du cercle, la violence syndicale au Togo, quand des syndicalistes visent des finalités politiques, il y a péril en la demeure, écrit le confrère qui revient sur la déchéance du système de santé au Togo, l'échec retentissant du Premier ministre Aoumé Zounou à la tête du ministère de la Santé. Les détails, c'est à lire dans le journal Le Combat du peuple. Nouvelle opinion maintenant. Présidentielle 2015, pour des mesures d'apaisement général, le scrutin repoussé au 25 avril prochain. Et puis, mise en œuvre de la politique de développement du chef de l'État, le canton de Dimouri et le village d'Imbir électrifiés par la CEIT. Un autre élément, ça concerne le bras de fer entre gouvernement et travailleurs. Grande marche dans toutes les préfectures ce jeudi. Et si gouvernement et STT revoyaient leur copie, s'exclame le confrère qui est revenu sur le séminaire du CONAP à Palimé, les patrons de presse outillés pour une élection apaisée. Voilà pour Nouvelle Opinion. Le dialogue, mémorandum de l'UFC, Jean-Pierre Fabre, l'obstacle à l'alternance pacifique. Le confrère revient sur le sujet. Course au fauteuil présidentiel, les populations de l'Egbasito sensibilisées sur l'importance du vote. Et puis, présidentielle du 25 avril, la FOSEP 2015 présentée aux acteurs impliqués dans le processus électoral. Ça, c'est pour le journal Le Dialogue. Annie Labeille, de retour dans les kiosques. Fort Gnassingbé, dans ses œuvres pour le développement, les régions centrales et de la Cara bénéficient d'une interconnexion électrique, des kits d'outillage remis donc à 1290 jeunes artisans à Sotobois. Présidentielle et querelle politique, Fabre à la croisée d'un chemin, écrit le confrère. L'UFC met en exécution son plan contre Fabre. Jean-Luc Romao sensibilise les populations et appelle à voter unir. Les détails, c'est à lire à la page 3 du journal. Et puis, 10 raisons de croire à l'existence de Dieu. C'est à lire à la page 2
du journal, naturellement qui est revenu sur le bras de fer entre le gouvernement, les travailleurs. Grande marche dans toutes les préfectures ce jeudi de la nécessité d'une discussion franche, rappelle le journal Annie Labeille. Le dernier avec nous ce matin, c'est Pipo Mag. Et vous imaginez l'objet du confrère. Élection Miss présidentielle. Avec les 5 candidats. Votez pour moi, je vais vous développer des karatékari, choses comme ça. Enfin, je crois savoir que c'est ça. Lancerie des pavés, marcherie week-end et puis galidossière, voilà, enfin, sans sucre, enfin, juste comme ça. Votez pour moi, je vais créer réseau socio-série. Vous savez c'est à quoi on fait allusion finalement. Et puis ainsi de suite, jusqu'au 5e candidat. Voilà. Et vous avez Pipo Mag et vous avez les détails sur le sujet. Outre Pipo Mag, vous avez Annie Labeille. Il y a le quotidien Liberté également dans lesquels ce matin, le combat du peuple, le dialogue, nouvelle opinion, l'éveil de la nation, le correcteur et puis le quotidien Forum de la semaine. Il y a également Golf Info. En studio avec les confrères qui sont là ce matin, Ildefonse Akwaki. Bonjour Akwaki. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être là ce matin. Michel Tada également avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Eric. Ça va? Ça peut aller. Parfait, je suis très heureux de vous avoir ce matin. Bonjour Gérard Ouessa. Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être là. Nous allons commencer par cette affaire d'incendie de marché qui refait surface ce matin. Beaucoup plus avec le fameux Mohamed Loum qui crée encore, je ne sais pas si on doit le dire l'événement, mais qui se fait parler de lui. Il semble qu'il a voulu se faire tuer finalement. Le confrère Liberté en parle ce matin, révolte des détenus dans l'affaire des incendies à la prison civile de Lomé. Ildefonse Akwaki, pour être celui-là qui est aussi proche de cette situation un petit peu, il s'est passé quoi avec Mohamed Loum à la prison civile de Lomé ce week-end? Ok. J'ai été réveillé ce matin par un coup de fil me donnant une information sur une tentative de suicide de Mohamed Loum. Et celui qui était à l'appareil était un de mes informateurs. Et quand j'ai eu l'information, je me suis rabattu sur la famille de Loum, qui m'a fait savoir que hier, Loum a tenté de se faire tuer, c'est-à-dire à coup de lame de rasoir. Il a voulu envoyer cette lame-là dans la gorge pour mettre fin à sa vie et mettre ainsi fin à tout ce qu'il endure à la prison civile de Lomé depuis que cette affaire sordide des incendies des marchés a commencé. Donc nous avons essayé de joindre 2 ou 3 membres de la famille qui ont confirmé effectivement les faits, qui ont dit qu'il s'est passé quelque chose comme ça, mais qu'il avait refusé même d'être évacué. Je ne sais pas si, au moment où je vous parle, il a finalement accepté, puisque la scène s'est passée hier. Et c'est ce matin que j'ai pu avoir les dernières informations. Alors, comment est-ce qu'on arrive à cela aujourd'hui? Ils sont à la prison, ça fait un bon bout de temps, c'est réel. De l'impatience à voir le juge qui crée finalement ce sentiment-là chez les détenus, parce qu'il n'y a pas que lui. Dans le cas, le confrère Liberté a parlé également de député de l'ANC, Monti, enfin l'ancien député, qui a des plaies un peu partout sur son corps. Oui, mais je crois qu'est-ce qui a provoqué une telle révolte finalement chez les détenus? Je crois qu'il faut aller à la source même de cette affaire-là, où si on était dans un pays normal, déjà 2 ans après, je crois qu'on devait ouvrir un procès pour situer les responsabilités, afin que ceux qui ont été cités dans cette affaire-là, et il faut le souligner en passant, que l'ouverture judiciaire dans l'affaire des incendies des marchés a connu beaucoup de revers. D'abord, la violation du code de procédure pénale sur toute la ligne, et puis la violation même de ces présumés, parce que je l'ai dit tout à l'heure, si on était dans un pays normal, ils sont présumés. Jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas auteurs. Ils devaient au moins
comparaître devant un juge pour que les responsabilités soient situées et que d'ailleurs cette affaire la prenne fin. Mais je crois que le problème aujourd'hui, c'est au niveau de la justice togolaise qui tarde à ouvrir le dossier devant un procès. Michel Teda, c'est vrai, voilà, le cas de l'homme qui revient, il a tenté de se tuer, se donne la mort ce week-end à la prison civile de Lomé, et ça remet, je dis, au goût du jour cette affaire d'incendie qui dure. C'est-à-dire que on ne connaîtra jamais la vérité sur ce qui s'est passé le jour-là. Mais pourquoi on doit connaître la vérité concernant précisément ce qui s'est passé par rapport à Mohamed Loum hier? Moi, je n'ai aucune information là-dessus, je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à ça. Mais globalement, en ce qui concerne le dossier, nous sommes de ceux-là qui, pendant longtemps, nous avons écrit dans notre journal pour dire que c'est le procureur de la République qui à un moment a dit que les enquêtes étaient bouclées, les instructions étaient en tout cas à terme et que on ne comprend pas, l'opinion ne comprend pas pourquoi jusqu'à ce jour ce dossier tarde à connaître un dénouement. À partir du moment où il y a des gens qui sont inculpés, l'inculpation pèse sur leur tête, il y a certains qui sont en prison. Nous aurions souhaité que cette affaire, quand même, j'estime que c'est une affaire très grave et que la justice devait faire diligence pour que, dans un délai raisonnable, que ce dossier puisse connaître un dénouement et que les Togolais se rendent compte ou bien connaissent ceux-là qui sont à l'origine de ces incendies-là. Rappelez-vous aussi que ceux-là qu'on a soupçonnés ont aussi soupçonné d'autres. Ils ont sorti un mémo, leur rapport à eux, où on a cité des noms de hautes personnalités. Et que ces gens-là aussi, le dossier-là doit connaître de nom pour que eux aussi, qu'ils soient peut-être lavés de soupçons ou autres. Donc, véritablement que la justice, quand même, aide les commerçantes et commerçants à découvrir ceux-là qui ont... Parce que les gens ont perdu beaucoup de choses. Nous tous ici, nous sommes connectés au marché. Parce que on ne vivrait pas s'il n'y a pas de marché. Et surtout, c'est les deux plus grands marchés du Togo qui ont pris feu. Donc, on doit quand même, au-delà de ceux qui ont perdu des biens et autres, l'opinion même en général, les Togolais en général, doivent connaître ceux-là qui sont à l'origine de ces incendies-là. Et vivement que la justice quand même fasse diligence. Y a-t-il une compréhension finalement par rapport à ce part que marque la justice dans ce dossier, Gérard Huissan? Ça fait 2 ans que les 2 grands marchés du Togo ont été brûlés. Le gouvernement, sinon l'autorité, a privilégié la thèse de la criminalité. Le juge, celui qui a en charge le dossier, a dit, et Michel le rappelait, que c'était clôturé, c'est fini. Et depuis, les Togolais attendent toujours de connaître la vérité jusqu'au jour où on remet encore au goût du jour le personnage, Mohamed Loum, qui a tenté de se donner la mort hier ou ce week-end à la prison civile de Lomé. Oui, enfin, cette affaire d'incendie de marché ne peut pas être le fruit d'un hasard, c'est clair. Qu'un grand marché brûle aujourd'hui et à peine 24 heures après, un autre grand marché brûle. Je crois qu'il s'en était suivi aussi l'incendie d'autres grands marchés. Du moins à Vaughan ou... Ouais. Donc c'est une affaire, enfin, à mon opinion, c'est une affaire criminelle, voire même politique, quelque part. Et ça fait partie des échecs du gouvernement actuel de ne pas pouvoir tirer au clair cette affaire-là. De toutes les façons, ce que moi je crains, c'est que la chose ne soit frappée par la prescription. À un moment donné, on va dire le délai de prescription est passé, on ne peut plus poursuivre les criminels. C'est une probabilité? C'est possible. Il y a beaucoup qui sont inculpés dans le dossier finalement. Hein. Oui, mais même Jean-Pierre Favre, chef de file de l'opposition, est un inculpé. Oui, mais tout à fait criminel, à un moment donné, est frappé de prescription. Et bon, pas tout à fait, pas toutes les affaires. Hein. Mais dans ce cas, par exemple, ça va être frappé de prescription, ça c'est clair. C'est pas une affaire de coup d'État ou de ceci ou de cela, non. Même quand vous tuez un homme, à un moment donné, je crois que c'est après 8 ans. Hein. Si on ne vous poursuit pas pendant 8 ans, c'est fini, on ne peut plus vous poursuivre parce que l'affaire est prescrite. Moi, je crains que ça n'arrive à un moment donné que les criminels s'en tirent à très très bon compte. Quant à monsieur... Et ceux qui sont en prison, ceux qui sont détenus,
Ceux qui sont inculpés finalement. Oui, mais inculpés, mais pas jugés. Comme vous n'êtes pas jugés à un moment donné, ben c'est fini. On devra les relaxer. Et M. Mohamed Loum, je ne sais pas si beaucoup auront pitié de lui, parce que quelqu'un qui s'amuse à faire inculper certaines personnes et après il se déjuge, il ravale tout ce qu'il a dit, il s'amuse un peu avec sa conscience. Bon, aujourd'hui, je crois que il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il paraît qu'il a essayé de se trancher la gorge avec une lame de rasoir. Comme je le disais ici avant qu'on commence l'émission, moi je vais lui conseiller de se trancher au niveau du poignet, la veine là. Ça va beaucoup plus vite et puis personne n'en parle plus. Parce que c'est pas un bon conseil quand même. Hein. Non, quand vous tranchez la gorge avec une lame de rasoir, vous avez toutes les chances de survivre. Hein. Donc vous aurez quelques dommages au niveau de l'élocution après et tout, mais vous n'avez pas beaucoup de chances de mourir. Et étant donné que l'homme a toujours été faux, ben moi je me demande si ce n'est pas encore une mascarade. Vous êtes sérieux, Gérard? Non, pour être efficace, moi je le dis, peut-être qu'il écoute la radio, il le fait au niveau du poignet, la veine, ça va vite. En 10 minutes c'est fini. On parlera de lui au passé. Bon, il y a une probabilité franchement que cette affaire-là qu'on n'entende plus jamais parler. Ça fait quand même 2 ans qu'elle dure. Des gens ont fait la prison pour cela. Heureusement, ils sont sortis. Mais ils demeurent quand même des inculpés dans cette affaire. Ils sont surveillés par la justice togolaise. Il y en a qui n'ont pas fait la prison, mais qui sont liés par cette affaire. Le confrère Liberté a été inculpé dans ce dossier-là. Et 2 ans après, on ne dit rien. Et on est là dans le flou, un petit peu. Oui, mais c'est ce qui repose le problème de la justice togolaise. Nous l'avons clamé haut et fort depuis que cette affaire-là a commencé. On a vu comment les procédures judiciaires ont été violées. On a vu comment des innocents, des compatriotes ont été arrêtés et condamnés à demeurer en prison, comme l'a dit quelqu'un, à des fins, entre guillemets, politiques, parce que jusqu'à preuve du contraire, si on creuse un tout petit peu, on verra les mains invisibles politiques derrière. Une indiscrétion faisait savoir, même quand on avait pondu le mémo dont vous avez fait cas tout à l'heure par les premiers responsables du CST, qui se sont appuyés sur l'article 95 du Code de procédure pénale qui vaut pour dénonciation de criminels, qui ont dit que leur enquête a démontré à suffisance que les marchés ont été brûlés pour protéger un régime. Bien, ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que on a eu la présence de 2 experts français qui sont venus ici, qui ont mené leurs investigations jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas ce que cela a donné. Il y a ça. Le rapport. Il y a aussi ces principes de droit, ces principes généraux de droit qui demandent que au cours d'une enquête judiciaire, que l'enquête soit faite à charge et à décharge, ces principes-là qui n'ont pas été respectés. Et puis, devant une affaire judiciaire, quand un élément nouveau tombe, il faut recommencer. On a vu, Gérard a parlé tout à l'heure de volte-face, de Loum, mais ce qui dérange, c'est que ce sont les autorités elles-mêmes qui, en violation du Code de procédure pénale, ont exhibé M. Loum à la face du monde en lui prêtant le micro. Moi, je me rappelle, le 25 janvier 2013, à l'état-major de la gendarmerie, Loum a été la vedette du monde, pendant que les enquêtes se poursuivaient. Et ça, c'est en violation de la loi. Donc voilà tout un tas de trucs qui fait que on se pose la question de savoir si ces incendies-là n'ont pas été faits à dessein. Michel, encore Eric, juste une remarque. Oui, je ne sais pas si vous êtes déjà mis dans la peau de deux de ces inculpés-là. Vous êtes père de famille, vous avez une femme, vous avez des enfants, et la nation tout entière vous crie dessus, comme quoi c'est vous qui avez brûlé des grands marchés. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ce discrédit-là, cette humiliation, l'image que vous aurez dans votre quartier, dans votre entourage. Et puis tout ça là, on est tenté de faire passer ça par perte et profit. C'est fini. Moi je crois que quelque part, il y a beaucoup de délinquants. On n'est pas encore à ce stade. On ne peut pas dire que l'autorité judiciaire est en train de passer par perte et profit le dossier. Non, mais le discours, c'est que le dossier suit son cours normal. Le dossier avait dit. Oui.
que c'était bouclé. Bah oui. Les enquêtes, tout est bouclé. Oui. On attend que le jour là pour aller au procès. Oui, mais quel jour pour le procès? Non, c'est pas moi qui détermine. On dit que c'est bouclé, on présente les gens à un psychiatre pour voir s'ils sont fous ou non, toute cette humiliation, et après, l'affaire traîne. Si le dossier est bouclé, alors, je ne sais pas si nous voyons la chose de la même façon. Voilà un tueur, un danger public, et un pyromane, que vous laissez courir en ville, des gens même qui se permettent de faire encore campagne, ils vont de ville en ville, alors que vous savez très bien que ces gens-là sont dangereux. Quelqu'un qui a mis le feu à un grand marché, il peut encore tuer, il peut encore brûler d'autres choses, il peut commettre beaucoup de dégâts. Et le procureur qui dit, l'enquête est bouclée, je me donne un peu de bon temps, je laisse ces gens-là courir et après je vais les juger. Non, je crois que ça ne se passe pas comme ça. Quelqu'un qui est dangereux pour la société, on l'en extrait et on n'en parle plus. Oui, mais laissez le temps. Eric, je vous juste... donnerai la parole à Michel sur le sujet, vous donnerez la parole après Ildefonse Akwaki. Oui, mais là où on en est aujourd'hui, je ne sais pas à quoi est-ce qu'on doit faire recours encore pour que cette affaire-là puisse trouver un dénouement. Les Togolais ont juste envie de savoir qui a brûlé, qui a fait quoi dans cette affaire. Mais là, on leur dit pas, ça fait 2 ans. Oui, Michel. Oui, c'est pourquoi je dis dans cette affaire, c'est la justice qui est actuellement indexée. C'est la justice qui doit faire son travail. Normalement, il reste encore d'autres éléments. Non, mais puisque eux-mêmes, à un moment donné, on dit que tout était bouclé. Mais quand c'est bouclé, à un moment donné, on doit s'attendre à un procès. Donc, je pense que c'est la justice qui doit quand même prendre quand même ses responsabilités dans ce dossier, parce que l'indépendance des institutions aidant, la justice a fait son travail. Vous rappelez aussi que le chef de l'État avait demandé une cellule d'enquête à la France, et cette cellule d'enquête est venue ici, elle a fait son travail, mais on n'a pas compris pourquoi à un moment donné il fallait détruire le délit le corps du délit. Le bâtiment. Le bâtiment. Et les deux sont détruits actuellement. Le marché, et le reste du marché des marchés de Kara et de Lomé ont été détruits. Mais bon, on ne sait pas concrètement quels sont les résultats que la commission, que les experts, en tout cas, les 2 experts qui étaient venus ici pour faire leur travail, ne sait pas concrètement quels sont les résultats de cette enquête. Donc, tout ça, à un moment donné, il fallait que la justice quand même fasse un procès, et pour que les Togolais quand même découvrent. Justement, peut-être que au cours du procès, tout ça là va être dévoilé. Parce que moi, j'estime que c'est un dossier dans lequel les gens ont beaucoup perdu, c'est un dossier criminel, et que la manière dont la justice traîne les pas, je ne maîtrise pas très bien comment les choses se passent là-bas. Je ne sais pas s'ils ont besoin suffisamment du temps, mais on commence par taper sur les nerfs des Togolais avec ces dossiers. Et vivement que la justice aide à découvrir les coupables de ces incendies-là. Parfait. Encore un mot avant de passer à un sujet. Ildefonse Akwaki. Oui, justement, quelques constats. Le premier constat, Gérard l'a souligné tout à l'heure. Vous ne pouvez pas interpeller des gens sur la base des informations que vous avez vérifiées, qui ne s'avèrent pas fondées, et vous gardez les gens il y a 2 ans. Je crois que c'est des êtres humains. Je ne voudrais pas que ça soit d'abord un membre de ma famille avant que je ne commence par crier à l'injustice, c'est-à-dire à l'injustice de la justice togolaise. Parce que je ne peux pas comprendre aussi que des présumés, des gens qu'on a gardés, qui aujourd'hui visiblement n'ont plus un goût de la vie, parce que ne sachant pas à quelle sauce ils vont être mangés après. Et dans tout ce méli-mélo là, les gens sont en prison, on demande qu'ils soient candidats aux élections, on les relâche, ils deviennent députés, ils deviennent candidats au présidentiable, la vie continue pendant que certains croupissent encore en prison. Voilà quelques injonctions de la justice togolaise. Et au-delà de ça, je me rappelle que lorsque les premiers responsables du CST ont porté plainte ou bien ont rendu public un rapport citant un certain nombre d'autorités, il y en avait au moins 2 parmi celles-là qui ont porté plainte contre les responsables du CST. Et nous étions une fois allés au tribunal où l'affaire a été ajournée
Et une deuxième fois, c'est une information qu'on affiche là devant le cabinet là. Ça dit que entre-temps, il y avait un 7e cabinet qui a été créé spécialement pour ça et dont on a dit que les dossiers sont perdus. C'est-à-dire, les dossiers là se sont volatilisés dans la nature. Vous voyez les réalités de la justice togolaise. Maintenant, ce que moi je demande en tant qu'être humain, c'est que quand vous vous rendez compte que c'est des gens qui sont présumés auteurs, mais dans des pays où c'est des personnes civilisées qui dirigent ces États-là, on demande à ce que ces personnes qui ont été présumées soient relâchées et comparaissent quand bon le semble devant la justice. C'est-à-dire que quand la justice a besoin de ces personnes-là, comme ceux qui sont inculpés, oui, mais qui sont toujours dans la... Mais ceux qui sont gardés à la gendarmerie, à la réserve, pendant 2 ans. Il y a bientôt 2 ans. Pourquoi? Et pourquoi la justice tarde à entamer un procès pour qu'on sache véritablement les auteurs et les commanditaires de cet acte crapuleux-là? Mais c'est grave et c'est inhumain. Hein? D'accord, monsieur. Merci et ceux-là que le CST a dénoncé. Parce que je pense que des gens comme ce Sajavon et tout ça là, ils ont sorti un document du CST. Oui, le mémorandum de leur enquête. Ouais, le problème qu'il a soulevé. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on n'en tient pas du tout compte? Moi, je crois que dans un état sérieux, on devait dépasser tout cela. C'est ça qui est un peu dommage pour le Togo. Hein. Il faut dire la vérité parfois. Ça marche pas. La justice ne peut pas être un jouet entre les mains de certaines personnes. La justice doit inquiéter tout le monde. Et Fonia Singbe est le dernier des paltoqués qui est quelque part dans un village. La justice togolaise s'inquiète sérieusement. Au gré de certains dossiers. Peut-être il y a certains dossiers, oui. Sinon, cette même justice a rendu des arrêts. Il y a ces magistrats qui rendent des arrêts, les gens applaudissent. On n'en parle pas suffisamment. Mais c'est pour dire que c'est vrai, au-delà de tout ce qu'on reproche à cette justice, elle fait aussi de bonnes choses. Donc, il ne faut pas faire de l'amalgame, penser que tout ce que les juges la font, tout est noir. Non, moi je ne pense pas, je ne suis pas dans cette logique. Mais Michel, il ne s'agit pas... Ils ne sont pas... Mais il ne s'agit pas... Non, je ne suis pas ici pour... Je ne refuse pas. Que ce soit. Et mon opinion reste mon opinion. Oui, mais moi je pense qu'en tant que journaliste, il ne s'agit pas d'applaudir ce qui se passe de bien. Il s'agit de dénoncer ce qui se passe de mal. S'il faut applaudir ce qui se passe de bien, le Togo serait assourdissant. Tu es en train de tronquer mes idées. Oui. C'est extrêmement grave. Je n'ai pas dit d'applaudir ce qui est mauvais. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit d'applaudir ce qui est bon. Non, je dis... Le pays serait assourdissant. Mais Gérard... Il faut applaudir toujours ce qui est bon. Alors il faut applaudir tout le temps. Parce qu'il y a tellement de choses bonnes qui se passent. Le courage de supporter. Tu dis des choses. Des fois, ça m'intéresse. Les gens, mais ils vous écoutent et ils enregistrent ça. Il faut avoir ce courage. Moi, je dis une chose. Je dis que cette même justice, puisqu'il a posé une question, c'est suite à cette question que j'ai répondu. Je dis, je ne fais pas de l'amour pour dire que tout ce que la justice togolaise fait est mauvais. Non. Je dis qu'elle fait aussi de bonnes choses, mais elle fait aussi de mauvaises choses. Et c'est justement ce que nous sommes en train de relever, qui est quand même un procès dans ce dossier-là pour que les Togolais découvrent quels sont ceux qui sont à l'origine de ces incendies-là. C'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas dire que j'applaudis ce qui est mauvais, hein, mon frère. Non, j'ai pas dit ça. Non. Dans ce que tu es en train de dire, c'est non, j'ai dit que Michel a dit d'applaudir ce qui est bon. J'ai dit c'est inutile. On n'applaudit pas ce qui est bon, mais on est là pour dénoncer ce qui est bon. On doit encourager ce qui est bon. Oui, mais si toi, tu n'applaudis pas, quand quelqu'un pose un acte qui est bon, il faut le féliciter, il faut l'encourager. On risque d'applaudir tout le temps. Mais on risque d'applaudir tout le temps. Évidemment. Monsieur, merci beaucoup. Ça a le mérite de relancer le débat en studio. On va aborder un autre aspect de la chose, c'est beaucoup plus sur la question sociale. Vous savez, vendredi dernier, la synergie des travailleurs du Togo a fait son assemblée générale. À l'issue de l'AG, on s'est rendu compte que, on ne relâche pas, on persiste et on signe au niveau des travailleurs togolais. Cette semaine, il va y avoir encore du mouvement, des grèves, c'est sûr, des sittings, il semble. Et puis, on est même en train de prévoir une manifestation de rue à travers le pays. Naturellement, beaucoup de journaux sont revenus là-dessus ce matin. Beaucoup plus la semaine prochaine en écoutant certains leaders. Mais nous allons faire le point de l'Assemblée générale de la AST vendredi dernier avec Etonam Kokodoko ici. La grève de 5 jours lancée par la STT a pris fin ce vendredi. En assemblée générale, ce dernier jour de la grève, les travailleurs de la synergie ont tenu à faire une évaluation globale des actions menées toute la semaine.
Globalement, la grève a été très bien suivie, mais nous déplorons quelques violences et intimidations, aussi bien de nos membres et sur des élèves constatés à Gléy cette semaine. Nous réfutons l'accusation prononcée par certains ministres contre la synergie, qui n'est ni de près ni de loin associée à ces violences. Et nous demandons immédiatement la libération des élèves et d'autres personnes qui sont en détention depuis plus de 24 heures. La grève des enseignants qui a conduit les élèves dans la rue à Gléy a fait de nombreux blessés aussi bien du côté des manifestants que des forces de l'ordre, la manifestation ayant dégénéré. La synergie ne semble pas prête à baisser les bras puisque d'autres moyens de lutte sont annoncés. Nous voulons réitérer notre détermination à procéder à des actions non violentes. La prochaine étape, c'est la grande marche citoyenne nationale que nous organiserons pour le jeudi prochain. Elle se tiendra de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Elle débutera à 8h. Et donc pour ce faire, nous allons donc procéder la semaine prochaine aux formalités en vigueur dans notre pays. Le mardi, nous allons donc tenir une grande conférence de presse pour dénoncer les accusations portées contre nous et donc appeler toutes les parties à une certaine diligence pour aller à de meilleurs sentiments. Le mercredi, nous aurons donc un sitting dans les secteurs de la santé et de l'agence générale. Et le vendredi, nous finirons la semaine par une grève dans ces deux secteurs vu que les enseignants sont en congé. Il y a des mois que ce bras de fer entre la synergie des travailleurs du Togo et le gouvernement persiste. Il est plus que nécessaire, selon plusieurs observateurs, de trouver une solution pour éviter le chaos. Une certitude aujourd'hui, c'est qu'on n'aura pas les élèves dans la rue, ils sont en congé. Pascal, ça veut dire que les enseignants, eux, ne vont pas trop faire de mouvement. Donc mercredi, la synergie prévoit une paralysie au niveau du secteur de la santé. Comme l'écrit le confrère Togo Réveil ce matin, le gouvernement invite la SCT à cesser les actions violentes pour rejoindre le dialogue. Allusion faite beaucoup plus à ce qui s'est passé à Gléy la semaine dernière. Tout à l'heure, on va revenir sur ce cas-là. Mais la synergie veut faire une manifestation de rue pour attirer beaucoup plus l'attention du gouvernement sur sa demande. Des mouvements de grève qui prennent finalement de nouvelles tournures. Comment est-ce que vous appréciez ça d'abord, vous Gérard, sur cette façon de la synergie? Là, on quitte les 5 jours de mouvement, on parle de 1 jour de grève, 1 jour de sitting, et puis on appelle à une manifestation de rue finalement. Non, je pense que ce mouvement fait un travail scientifique. Hein. Apparemment, ils ont... Là, vous aussi, vous applaudissez. Hein. Non, je n'applaudis pas. Non, je dis que c'est un travail scientifique. Je n'ai pas dit que c'est un travail merveilleux. Il faut bien comprendre mes mots. D'accord, très bien, allez-y. La science, c'est aussi la bombe atomique. Ça ne veut pas dire que j'applaudis la bombe atomique, mais c'est quand même la science. Quand on fait un avortement, une fille, c'est de la science médicale, mais je n'applaudis pas. Donc, je dis que c'est juste un travail scientifique bien analysé. Et moi, je crains quand même que ce silence du gouvernement ne dénote d'une certaine volonté de tourner autour des membres, des responsables de la STT, jusqu'à ce qu'on ne les coince sur une petite erreur. Il leur appartient maintenant de ne jamais faire une erreur. Ils ont commencé de façon scientifique, ils continuent de façon scientifique. Mais je ne dis pas que j'encourage les grèves. Mais je dis seulement que dans une société, quand les syndicats sont forts, quand il y a de cette guerre, pas une guerre, de cette guerre-là, ben, ça aboutit à l'équilibre. Un rapport de force. Un rapport de force assez conséquent pour que certains n'exploitent pas d'autres. On va le répéter pour la 1000e fois, le chef de l'État a dit qu'il y a une minorité qui vit aux dépens d'une majorité. Est-ce que c'est le chef de l'État qui va aller de maison en maison, de service en service pour neutraliser ces gens-là? Non. Je crois que c'est la société elle-même qui va se mobiliser. On dit qu'un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Si le peuple lui-même a la capacité de s'organiser pour empêcher ceux qui vivent à son dépens de continuer à le faire, ben, alors il y aura équilibre, il y aura un mieux-être dans la société. Mais si nous n'arrivons pas à le faire et nous avons des syndicats faibles où on commence une grève, on appelle 2 ou 3 dirigeants, ils s'en mettent plein les poches, on leur donne de l'argent et puis ça s'arrête là, ben, le Togo continuera à demeurer pauvre. Et personne n'a intérêt, y compris le régime. Personne n'a intérêt à ce que ce peuple-là soit affamé. Et comme dira Sankara, l'esclave qui n'assume pas sa révolte, forcément, personne ne doit s'apitoyer sur son sort. Hein. Ben, disons qu'il mérite d'être esclave. Ben, oui. Michel, alors là, on voit au niveau de la synergie, on persiste, on signe, hein, ça prend une nouvelle tournure là, on peut être amené. Et là, c'est ce qu'il prévoit faire, de faire descendre dans la rue les travailleurs.
Comment est-ce que vous analysez ça finalement? Non, franchement, il faut reconnaître que la semaine passée, par exemple, notre organe n'a pas parlé de laïcité. Parce que franchement, vous m'excusez beaucoup parce que franchement, nous ne sommes pas journalistes pour parler seulement de la STT toute une année. On parle de l'actualité. Non. Écrire l'actualité. Non, à un moment donné, mais finalement... Permettez que je sois obligé de revenir là-dessus parce que là... Oui, c'est normal que tu reviennes là-dessus. Mais je dis qu'à un moment donné, mais c'est comme nous sommes nés pour la STT, non? Moi, je dis que je suis de ceux-là qui ont toujours dit au début que la STT est en train de réclamer ce qui est juste. Mais c'est les méthodes que moi, je déplore. La stratégie. Gérard disait tout à l'heure qu'ils font des choses scientifiques. Moi, je dis non. Mais ils commettent des erreurs tout le temps. Le fait d'aller signer un relevé de conclusion, après le renier, après revenir, dire que non, vous ne vous reconnaissez pas, mais c'est une erreur. C'est une erreur tactique grave. Ça les suit. Ça les suit. Le gouvernement utilise ça, ça les suit. C'est pour dire que, à un moment donné, la STT, c'est vrai, réclame des meilleures conditions pour les travailleurs et je ne vois pas un Togolais qui peut être contre. Le fait de faire sortir les élèves dans les rues, on me dit qu'ils ne sont pas manipulés, qu'ils sont connectés, c'est ce que je me dis. Je dis non. La dernière fois, vous avez écouté le gouvernement, le communiqué du gouvernement comme moi, à Gléy, il y a même des étudiants qui ont été arrêtés dans cette affaire. Ils cherchent quoi? Si c'est les enseignants d'accord, si c'est les élèves d'accord, un étudiant cherche quoi? Ça veut dire que c'est une situation qui est en train maintenant de sortir d'un cadre syndical. Les gens ont autre visée derrière cette affaire. Ça n'a rien à faire avec le syndicalisme maintenant. Les syndicalistes, ceux qui sont non, parlent de leurs conditions de vie. Non, ce qui se passe, de toutes les façons, bon, tôt ou tard, c'est ce que ça va sortir. Tout le monde sait comment les choses se passent actuellement par rapport à la SCT. Ce que la SCT vise, les gens savent. Ben, il y aura un moment où les gens vont sortir cela. Parce que, en réalité, chaque fois descendent les enfants dans les rues, pour un mot d'un ministre, il faut grève. Et quand aujourd'hui on nous apprend que ils vont faire des manifestations pacifiques. Mais ce qu'ils ont fait à Dapon, c'était pacifique. Ce qu'ils ont fait à Gley, c'était pacifique. Oui, une fois encore, ils veulent faire une manifestation pacifique. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que quelque part, les gens sont en train d'expérimenter autre chose que ce qu'on appelle revendication syndicale, que nous au début nous avons voulu appuyer parce que les fonctionnaires togolais ils vivent mal et on ne peut pas accepter qu'ils continuent dans ce sens. Mais les méthodes de ces gens-là, à un moment donné, mais ça devient inquiétant. D'accord, très bien. Merci beaucoup Michel pour votre point de vue sur le sujet. Ildefonse Akwaki, ça prend finalement une autre tournure quand on en arrive à ce que les travailleurs dans un pays veulent manifester une manifestation qui va être bruyante, on l'imagine, mais qui se veut pacifique. Ça veut dire qu'on a atteint un niveau, un niveau où finalement on ne peut plus aller en arrière. Permettez-moi avant de répondre à votre question de faire une petite remarque. Je fais remarquer autour de cette table que les quatre que nous sommes ne sont pas fonctionnaires. Non, pas du tout. Et que nous ne connaissons pas la précarité que vivent les fonctionnaires. Non, si, on a des fonctionnaires autour de nous quand même. Bien. On voit à peu près comment ils vivent eux aussi. Nous ne sommes pas dans l'administration pour constater, pour toucher du doigt certaines réalités. Je suis très heureux pour ça. Allez-y. Et par contre, je voudrais juste faire remarquer ceci. Le relevé de notes dont parle tout à l'heure le confrère... Le relevé de conclusion, à la primature. Oui, ce relevé de notes, j'ai eu une copie de ce relevé sur lequel il est mentionné que les responsables de la STT ont dit qu'ils donneront leur avis après consultation de la base. Alors quand on me parle de violation de relevé de conclusion, je suis un tout petit peu éberlué d'entendre que ça, c'est ce que le gouvernement exhibe. Mais en matière de violation des textes, des accords et autres, au Togo, nous savons ceux qui sont les premiers. C'est juste des remarques que je voulais faire. D'accord, très bien. Maintenant, pour ce qui concerne la question que vous m'avez posée, avant que je ne réponde, je voudrais citer l'article 37 de la loi fondamentale togolaise qui dit que, je le cite, l'État reconnaît à chaque citoyen le droit au travail et s'efforce de créer les conditions
de jouissance. Oui, le débat n'est pas à ce niveau. Ildefonse, on va aller tout droit au but. J'en viens. On va aller tout droit au but. J'en viens. Créer des conditions de jouissance, c'est tout. Maintenant, lorsque vous faites recours au code du travail, qui demande au travailleur ou un fonctionnaire de revendiquer son droit, je suis très étonné de voir quand on me dit que les enseignants sont en grève et qu'au terme du mois, ils verront leur salaire apuré et que ces enseignants-là disent à leurs élèves parce que je n'aurai pas ce qu'on me doit pour la simple raison que j'ai fait grève. Considérez donc alors le cours comme fait et que les élèves frustrés tombent dans la rue pour manifester leur mécontentement. Je suis très étonné qu'on réponde par la force brutale. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne comprends pas pourquoi chaque fois on parle de manipulation. On n'est peut-être pas à ce niveau. Les étudiants, c'est des élèves aussi qui sont dans les rues. Et puis, ce qui s'est passé... Il ne faut pas faire rêver les gens. Non, mais... Des étudiants, c'est aussi des élèves. Michel, je peux parler? Allez-y, Ildefonse. Je vous ai entendu tout à l'heure parler. Non, allez-y, Ildefonse. On va pas faire cette petite querelle là. On y va. Le problème, c'est que c'est la gouvernance qui le pose. Le problème actuel, c'est la gouvernance au Togo. Parce que vous imaginez que les gens sont en train de revendiquer leurs droits. On va recruter d'autres. Parce que ce qui s'est passé à Gli, c'est quoi? C'est qu'on a recruté des étudiants surveillants qui sont venus remplacer des enseignants. Et les élèves ont dit, mais on n'a pas eu le temps de faire des cours et par surcroît, on ne peut pas être contrôlé par des gens que nous ne connaissons pas. Mais une manifestation de ces élèves-là a conduit à ce qu'on fasse sortir la force brutale. Aujourd'hui, la AST organise des mouvements cette semaine, on vient de le dire. Vous avez écouté Dr Gilbert Tcholiano également le dire dans l'élément qu'on a diffusé. Oui. Il va y avoir une manifestation des rues sur cette question. Si on en arrive là, est-ce qu'on n'a pas atteint le plafond finalement? Mais je dis, ce qui a été la pomme de discorde entre le gouvernement et la STT, c'est quoi? C'est la non-satisfaction des doléances que cette centrale syndicale a déposée il y a bientôt 2 ans. Je crois que la plateforme déposée par la STT n'a pas volé pour atterrir sur le bureau du gouvernement et que le gouvernement, à l'époque, avait pris langue avec les premiers responsables de la STT. Pourquoi on ne trouve pas aujourd'hui qu'on peut parler seul à seul avec ceux-là qui ont eu le mérite de déposer une plateforme? On parle de l'exclusion là. Mais c'est ça. J'ai lu ce matin l'interview de Yves Palanga Agui, qui est le secrétaire général de la centrale, la Confédération nationale des travailleurs du Togo, CNTT, qui dit les deux parties doivent jouer à l'apaisement. Elles doivent revenir à la table de négociation pour s'entendre. Il n'y a pas un autre lieu de dialogue que la table de discussion aujourd'hui. Oui, mais je ne refuse pas. Et les responsables de la STT ne refusent pas. Je pose juste une question. Le gouvernement refuse de discuter seul à seul avec la synergie des travailleurs. Comment le gouvernement a-t-il pu avoir sur son bureau cette plateforme revendicative? Comment le gouvernement togolais a fait? Ça lui est parvenu forcément par les services de la STT, ça c'est clair. Alors, Gérard, il faut forcément qu'on trouve une solution à ce problème, parce que là, comme je disais, je crois cette semaine, non, la semaine dernière, on est dans une période électorale là, et ces genres de mouvements ne vont forcément pas contribuer à l'apaisement. Oui, forcément, il faut trouver une solution. Quand je parlais, peut-être je donnais l'impression qu'il fallait des mouvements sociaux au Togo, il ne faut pas que le Togo soit tranquille. Non, moi je veux bien qu'il y ait la paix au Togo, mais il ne faut pas que ce soit une paix des cimetières. Une vraie paix où tout le monde s'entend, où il y a la justice, parce qu'une paix sans la justice, ça ne marche pas longtemps. Je voudrais revenir un peu sur cette histoire de cours faits et de cours non faits. Je ne sais pas, quand moi j'ai enseigné, les réalités étaient peut-être un peu différentes, mais on parle toujours de volume horaire. Si par exemple, vous devez faire tel chapitre, le chapitre numéro 1, vous ne l'avez pas fait parce qu'il y a grève. Après vous revenez. Vous faites le chapitre 1.
Vous ne considérez pas que le chapitre 1 a été fait, hein. Vous ne boycottez pas. Vous revenez sur le chapitre 1 qui devait être fait au premier trimestre. Au lieu de le faire au premier trimestre, vous le faites au deuxième trimestre. Ça veut dire qu'en fin d'année, vous aurez un retard sur le programme. Et vous n'aurez pas le volume horaire qu'il faut. Considérer le cours comme fait ou pas fait, moi je crois que ça ne pose aucun problème. Si l'année doit être terminée sur le chapitre, je sais pas moi, la réaction du fer, et que vous n'arrivez pas à atteindre ce chapitre-là, c'est la même conséquence que si vous avez sauté un chapitre là entre-temps. Alors pourquoi est-ce que les gens glosent sur ce fait-là? Le volume horaire n'a pas été atteint. Au CP1, l'enfant doit faire je sais pas combien d'heures de cours. Il ne l'a pas fait, il n'a fait que la moitié. Au CP2, la même chose. Au C1, la même chose. Mais vous aurez après des gens, des diplômés, comme on le dit parfois, des diplômés tarés. Des gens qui auront des diplômes, mais qui n'auront rien dans la tête. Alors pourquoi est-ce qu'un ministre qui est un intellectuel de surcroît, mais s'amuse à faire ce jeu-là, cours fait, cours non fait, on vous tire le salaire, on vous paye pas de ça c'est le principe de la grève, hein. Vous grévez, vous faites pas de cours, vous n'allez pas au boulot, on vous enlève. Oui, d'accord, mais ce qui devait nous préoccuper, ça, ils tous le savent, hein. Ce qui devait nous préoccuper le plus, c'est la qualité de la formation que nous donnons à nos enfants et le rôle qu'ils auront à jouer dans la société après. Quand vous formez des gens au rabais, mais ne soyez pas surpris que celui-là, il devienne après un chirurgien charcutier. Il opère 10 personnes, 7 ou 8 meurent parce qu'il a été mal formé. Il n'y aura pas à s'en offusquer ou bien à s'en étonner. C'est de la même façon. Et dans tous les domaines, hein, vous entendez aujourd'hui des professeurs de français qui vous parlent un français pas possible. J'ai dit ça ici dans ce studio. Vous avez ri la dernière fois. J'ai vu le professeur qui se fâche, qui dit devoir ennuyeux. Il écrit ennuyeux avec 2 L, E-T à la fin. Ouais. Lui-même, il se fâche et il sanctionne l'enfant en faisant lui-même des fautes. Et ça, je peux vous amener la copie ici. Non, où va la nation? Où va la nation dans tout ça? Mais c'est sérieux. Moi, je vous dis, je peux vous amener la copie. Devoir très ennuyeux avec 2 L et T à la fin. Il corrige un devoir de français, de rédaction. Vous savez, c'est terrible. Oui, Michel. Quand Gérard dit que par rapport au fait qu'on dise que qu'on considère les cours sont considérés comme faits ou le chapitre est considéré comme fait, il ne voit pas pourquoi les gens glousent là-dessus. Justement, parce que ça pose problème. C'est ça qui est à la base de la révolte des élèves. Mais tu as bien raisonné quand tu dis que non, si on fait le programme au cours de l'année académique, le programme est bien déroulé. Et c'est l'État qui a la responsabilité de composer les épreuves pour les examens. Si les programmes ne sont pas faits, s'il revient à l'État de prendre ses responsabilités. Mais quand les gens disent c'est diamant, c'est bien orchestré. Quelle responsabilité? En faisant quoi? Mais c'est l'État qui organise. C'est ici ou bien seul ou bien ailleurs, vous ne constatez. C'est l'État qui organise les examens ou bien? Non, mais l'État est soumis aussi aux dispositions du CAMES. Oui, mais je dis, mais c'est l'État qui a cette responsabilité. Ou vous la déniez aussi. Que l'État n'a pas la responsabilité d'organiser les examens dans le pays. C'est le gouvernement qui a cette responsabilité. Si vous les déniez, ok, tant mieux. Mais ce que moi je dis, quand on me dit que... Je voulais que vous laissez Michel aller. Quand on me dit que c'est normal que les enseignants à qui on prélève... on le prélève sur les salaires mensuels, c'est normal qu'ils sèchent certains cours. Mais on dirait que c'est au Togo seul que cela se passe comme ça. C'est au Togo que quand les gens grèvent, on les prélève ce salaire. Quand j'entends les gens, c'est comme c'est au Togo seul. Les syndicats sont là pour compenser ça à leurs syndiqués. C'est aux syndicats de payer. Oui, mais syndiqués. Ça, il me semble qu'au niveau des enseignants et du corps médical, on s'est déjà accommodé à ça. Le vrai souci, c'est de faire remplacer ces enseignants grévistes par d'autres, des étudiants, d'autres enseignants volontaires, comme ce qui s'est passé à Gléy, qui a provoqué la révolte la semaine dernière. Il s'agit de ça, pas beaucoup plus sur les jours non payés. Oui, mais... remplacement. Oui, c'est ça aussi, c'est qui corrige les copies après, parce que là, il y a aussi un souci à ce niveau. Oui, c'est pourquoi je dis, c'est aussi un aspect très sérieux. Et je me rappelle que par le passé, les fonctionnaires ont grévé, on les a soustraits des jours salaires. Mais après, l'État est revenu, ça dit, bon, pour l'apaisement, alors que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous grévez, on vous soutient de quelque chose sur votre salaire, ça c'est clair.
Mais fondamentalement, ce qu'il faut dire par rapport à la STT, moi je dis que à un moment donné... Il faut trouver une solution à ce problème. Il faut trouver une solution. Parce que moi, franchement, comme je l'ai dit au début, moi je suis fatigué de parler du même chose tout le temps. Tous les midis, on m'invite, je dis non. Moi, ma vie, moi, je ne suis pas un agent de l'État. Oui. Ma vie n'est pas liée aux fonctionnaires du Togo. Ça, c'est clair. Donc, moi aussi, en tant que journaliste, je dois me battre pour mes conditions de vie que de parler tout le temps. Mais on parle de la société. Oui, nous parlons de la société. En fait, c'est qu'en 2000 environ, c'est évident, mais quand il y a... Sur les 6 millions, 6 millions, il y a les agriculteurs, hein. Il y a les agriculteurs, il y a des chômeurs. Il faut compter cela. Mais c'est bien que quand il y a un problème, qu'on en parle, mais quand on fait cela d'une chanson, que tout le monde a chanté, gare à vous, si vous n'êtes pas... Moi je dis, niet, ça ne passera pas. C'est pourquoi la semaine passée, Michel, tu as eu mon journal ici. Oui, c'était rien. Je n'ai rien parlé de ça. En même temps, l'administration, quand elle est paralysée, non, vous savez que on sait, on sait comment ça se passe. On sait là où ça pèse. On sait. On sait, la grève de SCT, on sait là où ça fait mal. On le sait. Ils sont plus nombreux que les Ah, mon frère, on sait là où ça fait mal. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle, à un moment donné, tu as vu, un de leurs responsables a parlé tout à l'heure, il a dit, le fait même que les enseignants soient en congé, ça les fragilise un tout petit peu. Donc, ils sont en train de vouloir arrondir les angles pour autre chose. Donc, c'est quelque part pour dire que, moi, à un moment donné, le gouvernement a pris ses responsabilités en disant, moi j'étais de ceux-là, je l'ai toujours dit, que à un moment donné, les syndicats, les anciens les responsables de la coordination, c'est des gens qui ont quand même fait des choses, à un moment donné, leur disqueterie. Mais nous, on a dit à un moment donné que mais il va falloir quand même que, même s'il se retrouve que la STT quand même soit à un moment donné privilégiée par rapport au fait que c'est elle qui a déposé les mots d'ordre de grève et ça marche, il va falloir quand même qu'on l'écoute. Mais le gouvernement dit non, nous ne pouvons pas singulariser, discuter seul à seul avec la STT. Il va falloir que nous discutons, puisque ces gens-là, les responsables de la coordination aussi, se retrouvent aussi dans ce que la synergie est en train de faire. À la dernière réunion avec le gouvernement togolais, on s'est rendu compte que les autres centrales syndicales, la coordination, s'est déjà accommodé aux 30 points que le gouvernement veut octroyer déjà en juillet prochain. Donc, ils ont remis leur rapport. Nous allons voir d'ici peut-être des demain. rapports qui reprennent presque la même chose. Que, non, moi je ne l'ai pas encore. Vous ne l'avez pas lu. Nous, on a eu le temps de jeter un coup d'œil qui reviennent ou qui sont revenus sur le point d'accord déjà contenu dans le relevé de conclusion qui avait été publié entre-temps par la presse togolaise. Messieurs, merci beaucoup sur le sujet, puisqu'on va parler également de la politique. Mais avant de parler de la politique, juste un mot, puisque la semaine dernière, nous avons évoqué le cas de la fermeture du bloc de la chirurgie pédiatrique. Ça a provoqué un tollé général. Ce matin, c'est Dr David Hou qui demande carrément la fermeture temporaire du CHU Sylvanus Olympio. Ça semble nécessaire aujourd'hui parce que au-delà, en janvier, on a fermé le bloc opératoire de la traumatologie parce qu'il y a des problèmes. Là, aujourd'hui, on ferme le bloc opératoire des enfants. Disons-le ainsi, quand on parle de la pédiatrie. Docteur David Hou dit il vaut mieux fermer tout le CHU temporairement et puis après on refait bien les choses et on revient. Le confrère Forum de la Semaine Somateur demande d'ailleurs la démission du DG, directeur général du CHU à Dom, qui pour le confrère a montré suffisamment ses limites et il doit démissionner. Quel est votre commentaire rapide sur le sujet, Idelphonse Akwaki? Je ne cesserai de dire que la gouvernance a des problèmes au Togo, puisque un gouvernement compétent, c'est ce gouvernement-là qui anticipe sur les crises. Je l'ai toujours dit, je le martèle. C'est ce gouvernement-là qui anticipe et qui résout à la formule « gouverner, c'est prévoir ». Si 2 ans après, les problèmes dans la santé n'ont pas trouvé de solution pendant tout le temps qu'on nous rabat les oreilles dans des discours qui ont l'allure d'effets d'annonce et qui, au fait, ne se réalisent pas, vous devez vous rendre compte aujourd'hui que les problèmes que nous avons, surtout pour ce qui concerne la santé, auquel nous tous, nous sommes conviés à nous y adapter un jour, si ces problèmes-là ne trouvent pas de solution, donc ce qui veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, certains ne veulent pas en parler.
Et nous, il faut qu'on en parle parce que c'est un problème d'actualité. On ne peut pas dire qu'il faut organiser des assises dans le secteur de la santé. On ne peut pas nous dire que c'est une minorité qui profite des richesses du pays. On ne peut pas, d'ailleurs, nous dire que les autorités, puisque c'est elles-mêmes qui le disent, que quand elles sont malades, elles ne vont pas au CHU Sylvanus Olympio pour se faire les soigner. Mais quand vous avez tout ça là, vous devez vous comprendre là où se trouve le problème et là où comment il faut l'aborder et en trouver une solution. Ceux qui ont la gestion aujourd'hui. Et je suis un peu perplexe. Le chef du gouvernement, c'est lui qui est encore le ministre de la Santé. Mais aujourd'hui, quand on se rend compte que au terme d'une année nouvelle où son département a connu tant de problèmes, c'est son budget qui a vu se faire soutirer encore 30%. Vous voyez comment on résout les problèmes dans notre pays? Selon le confrère, le combat du peuple, on en a parlé également ce matin, hein, le confrère qui parle de l'échec retentissant du Premier ministre à Oumézounou, à la tête du ministère de la Santé, en évoquant clairement la déchéance, le confrère, hein, la déchéance du système de santé au Togo. Comment est-ce que vous appréciez, Gérard, la proposition de l'ancien ministre de la Santé et de la Population, Dr David Ou, sur le sujet, fermé, karma, le CH Sylvanus Olympio, on refait le travail qui est là, et puis après on l'ouvre. Ça aura le mérite de régler les problèmes une fois pour de bon, hein? Non? Ça m'étonne que ce soit un médecin qui parle comme ça. S'il dit de fermer le CHU, les malades là, ceux qui souffrent de malaria et tout ça là, qui sont hospitalisés actuellement, on les renvoie à la maison? On le convoie ailleurs peut-être. Ben où? Pour refaire le CHU Sylvanus Olympio. Il y a combien de lits à l'hôpital là-bas? Combien de lits sont occupés? Est-ce qu'il y a une structure aujourd'hui capable d'accueillir tous ces gens-là? On vient, on les ramasse tous, on les met quelque part et puis non, je crois que c'est pas une solution très très réaliste. De toutes les façons, comme on le disait tout de suite, si on n'arrive pas à trouver une solution au problème des fonctionnaires togolais, à savoir pour les médecins et les enseignants, moi je crois que le pays ne marchera pas parce que ces deux secteurs-là constituent l'épine dorsale de toute économie du pays entier. Imaginez, Michel, vous disiez tout de suite qu'il y a aussi les paysans, tout ça, je suis d'accord avec vous. Mais quand le paysan il gratte la terre pendant un mois, il a mal au dos, il a ceci, il va falloir qu'il se fasse soigner quelque part s'il tombe malade. Si la santé ne fonctionne pas, c'est tout le pays qui ne fonctionne pas. Donc il faut voir ce problème-là de près. Qu'est-ce que les médecins demandent? Je crois que l'investissement qu'on peut faire au CHU Tokoempa, au CHU Sylvanus Olympio, ne va peut-être pas dépasser 2 milliards de francs, hein, pour au moins contenter un peu les gens. Alors pourquoi ne pas essayer de le faire? Mais s'entêter et dire, écoutez, on va les casser, ces gens-là, on va casser leur grève. Et je pense que c'est pas une bonne façon de... Non, ici on ne parle pas de la grève, on parle de l'État. Non, tout cela est lié. Je crois que les médecins l'ont dit plusieurs fois. Ils sont en train de faire grève à cause des mauvaises conditions de travail aussi. Ils ont parlé de lits, de lits qui se disloquent en pleine opération, par exemple. On vous opère, vous êtes sur un lit, on vous opère, puis boum, le lit tombe. Mais c'est pas possible. Même le lit qu'on utilise dans nos chambres à coucher ne tombe pas comme ça. Sinon, les pions auront un pour se laver les mains avant de faire les opérations. Moi, je vais dans une clinique et je vois le médecin se laver les mains avec pion pour m'opérer. Je rentre chez moi pour mourir tranquillement. C'est pas évident. Je suis pas sûr que vous rentrerez chez vous. Je rentrerai. Il m'est déjà arrivé. J'ai été hospitalisé un jour, je vous dis, hein, le lendemain, j'ai fui l'hôpital. Je suis allé dans une clinique privée parce que là, il faut voir dans quelles conditions on m'avait hospitalisé, pratiquement dans un couloir. Alors, dans un couloir, on a mis mon lit dans un couloir et j'ai passé une nuit là-bas. Je suis parti. Docteur David vous dit, hein, dans sa lettre, je rappelle que c'est une lettre ouverte, hein, à son excellence Artema Oumézounou, il dit: je propose pour remédier à toute cette pagaille la fermeture temporaire pure et simple du CHU Sylvanus Olympio pour 3 à 5 mois, le temps de procéder aux rénovations et renouvellement du matériel complet indispensable au fonctionnement d'un CHU normal. Le personnel médical, paramédical, d'entretien de sécurité doit être temporairement redéployé dans les autres structures sanitaires de Lomé et de la région maritime, le temps de la mise en état et en ordre de notre centre hospitalier universitaire. Le pavillon militaire, qui est une unité et qui est fonctionnelle, peut être laissé ouverte et assurer ses compétences habituelles. C'est ce qu'elle a dit dans son courrier. Michel, quel est votre commentaire sur le sujet rapidement?
Non, je sais que c'est peut-être c'est une pression supplémentaire sur le Premier ministre en tant que ministre de la Santé. Sinon, c'est une solution, à mon avis, difficilement réalisable. Le fait de fermer le plus grand centre hospitalier de notre pays, c'est difficile. Mais c'est une manière pour lui aussi d'attirer l'attention du Premier ministre, puisque dès lors que c'est lui qui assume les fonctions de ministre de la Santé, il fallait quand même lui attirer son attention sur un certain nombre de problèmes que vit ce centre hospitalier. Parce que moi-même, j'y vais de temps en temps. Une fois, j'ai suivi une scène qui m'a fait vraiment froid au dos, parce que une patiente s'est écroulée dans un couloir justement parce que il n'y a pas une ampoule néon, une simple ampoule néon. Et le médecin chez qui j'allais, je dis, mais comment chez vous ici les couloirs sont noirs comme ça? Il me dit, mais vous faites un bond, c'est ça ils disent, non? Un bond pour une simple ampoule, ça fait 3 mois. Je dis, mais c'est en Afghanistan, on va chercher l'ampoule là ou bien? Comment se fait-il qu'on fait un bond pour une ampoule néon? Oui, ça fait 3 mois. Bon, donc ça fait partie, c'est pour vous montrer à peu près la situation à peu près dérisoire dans laquelle se trouve le centre de santé Sylvanus Olympio. Mais c'est pour dire quelque part que depuis que ce ministère n'a pas de patron, c'est l'impression qu'on a, et on dirait que les problèmes vont grandissant. Mais les problèmes vont grandissant parce que être déjà Premier ministre, c'est vraiment trop. Et bon, accumuler encore un poste comme celui-là, je trouve que, est-ce que le Premier ministre a le temps de suivre correctement comment les choses se passent, en tout cas en matière de santé sur toute l'étendue du territoire. Donc, là aussi se pose le problème aussi des infrastructures au niveau des centres de santé et autres. Donc c'est une pression pour que, à défaut de continuer à servir, en tout cas à donner les prestations médiocres dans ce hôpital, qu'il soit fermé. Mais c'est une solution que je trouve un peu irréalisable parce que par rapport à notre situation actuelle, fermer le centre de santé, le centre hospitalier de Sylvanus Olympio, je pense, c'est dire adieu à un certain nombre de choses que je ne veux pas citer ici. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. On a encore Eric, juste une remarque pour parler de la politique. Juste une remarque. Quand vous allez dans l'intérieur du pays, est-ce que vous savez qu'ils n'ont pas de sérum anti-venin dans les dispensaires? Sérum anti-venimeux. Ouais. Vous allez là-bas, vous vous faites mordre par un serpent. Il n'y a pas de sérum anti-venin. Oui. Alors que dès que vous dépassez Lomé, c'est des milieux infestés de serpents venimeux. Des élèves qui se font mordre, ils meurent comme ça. Je connais une femme, elle s'est fait mordre par un serpent, elle est morte comme ça. Allez, vous pouvez, par curiosité, sillonner les centres de santé, Tabligo, et tout ça. Vous ne trouverez pas de sérum anti-venin. Est-ce qu'on peut défendre encore un ministère qui est si défaillant? Je crois que ce serait de la mauvaise foi. Pourquoi est-ce qu'on ne nomme pas un ministre à qui on peut s'adresser? Et c'est le Premier ministre qui doit occuper ce poste-là par entêtement. Moi, s'il avait un brin d'honneur, il dirait non, écoutez, ça fait trop de travail pour moi, je laisse. Mais malheureusement, ce que je dit, c'est très important parce que, à l'intérieur, comme il le dit, vous allez dans un centre de santé, il n'y a pas le vaccin anti-venin, mais on vous fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui a ça, et qu'on vous donne son numéro, et que là, le prix est majoré. Quelqu'un, oui. Donc, en tout cas, moi, on ne m'a même pas dit qu'il y a quelqu'un. Vous savez ce qu'ils utilisent? Ils utilisent la pierre noire des médias là. Ce que je dis aussi, c'est aussi un aspect aussi vraiment... la corruption. Oui, qu'il faut dénoncer aussi. Mais comment se fait-il que vous allez, comment l'appelle-t-on, au centre Kamek, vous ne trouvez pas ça à Kara, mais on vous dit que c'est quelqu'un à ça. Lui, il est qui? Il a comment? Voilà. Donc, c'est des trucs comme ça c'est des réalités comme ça sur le terrain qu'il faut de temps en temps ressortir. Oui, mais Eric, je voudrais juste ajouter un truc. Tous les Togolais savent aujourd'hui que le Premier ministre togolais est malade.
et il se fait soigner. Posez-vous la question de savoir s'il se fait soigner dans un hôpital du pays, puisque dans il va faire des contrôles. J'en viens. Dans cette déclaration, quand il a rencontré le personnel de CHR, il a dit, j'avais pris langue avec les responsables. Il a fallu que je quitte le pays pour aller me faire soigner, c'est-à-dire aller faire son contrôle, ou à l'étranger. Le temps qu'ils reviennent, ils ont déclenché une grève. Mais alors, les gens ne se soignent pas au Togo. Comment voulez-vous qu'ils arrivent à prendre à bras le corps le problème de la santé des Togolais? Mais voilà. Bon, merci beaucoup, monsieur, sur le sujet. La politique. Mais s'ils ne se soignent pas au Togo, c'est pas juste parce que nos hôpitaux sont mauvais. Hein. C'est parce qu'ils craignent aussi que l'état de santé ne soit automatiquement divulgué. Parce qu'ils sont tellement détestés que les gens vont se réjouir. Ah, il a telle maladie, il y a ceci. Il y a ce problème chez nous. Bon, dès que vous êtes une personne non, quand vous êtes une personne publique, vous avez peur. Ah, mais Michel, dès que vous êtes une personne publique, vous avez peur de vous rendre dans nos centres de santé. Ça, c'est une réalité parce que, est-ce que les Togolais, on se sent nos autorités ont et qui n'est pas bonne. Parce que quand Alpha Condé, c'est pas Alpha Condé, Lansana Conté en Guinée-Conakry, à chaque fois qu'il souffrait, c'est à l'hôpital central de Conakry, il se faisait soigner. Moi, je parle du Togo. Bien, merci beaucoup. La politique, juste un mot là-dessus, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Le gouvernement togolais, finalement, a entériné les 10 jours, tel que demandé par la CEDEAO la semaine dernière. Vendredi dernier, on a annoncé que l'élection présidentielle n'aura plus lieu le 15 avril, comme dit depuis un bon bout de temps, mais c'est beaucoup plus le 25 avril, 10 jours supplémentaires. Et cette question du confrère l'évêque de la nation ce matin, à qui cela profite-t-il finalement? Enfin, de table rapide. Michel? Mais ça profite à ceux que ça doit profiter. Puisqu'il y en a qui... La raison évoquée par le gouvernement, c'est qu'il est en train de montrer suffisamment sa bonne foi pour que l'élection soit apaisée. Ah oui, puisque le président en exercice de la CEDEAO, quand il est venu, après avoir rencontré les acteurs politiques et surtout la CENI, je pense que les uns les autres, surtout ce qui concerne les acteurs politiques, ont évoqué le fait qu'il y a un certain nombre de problèmes liés au fichier électoral et qu'il faille prendre assez de temps pour essayer de corriger un certain nombre de choses avec l'arrivée de la commission de l'OIF qui est en train de la délégation des experts de l'OIF qui sont en train d'aider à consolider le fichier électoral. Donc, les 10 jours, si ça peut permettre à ce que la CENI et ces experts de l'OIF puissent quand même consolider ce fichier électoral pour satisfaire à ceux-là qui en ont fait la demande et surtout ceux-là, par exemple le net de Djiritama, qui voulait quand même avoir ses représentants ou bien ses délégués dans la CENI pour pouvoir, pour le simple fait qu'ils sont en lice, pour qu'ils puissent aussi suivre comment les choses se passent. Si ce temps-là va permettre aussi de régler ces petits détails-là, c'est important. Comment on le dit, c'est ce qui est très important dans cette affaire, c'est que au finish, qu'on ait des élections apaisées qui puissent quand même satisfaire tout le monde. Merci beaucoup. Michel, Gérard maintenant, 1 minute pour donner votre réponse sur cette question-là. 10 jours supplémentaires. Le gouvernement togolais, finalement, a-t-il été mis sous pression de la CEDEAO et il a fini par céder? Non, je crois que c'était une pression pas très forte de toutes les façons. Repousser de 10 jours, pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est vrai que ça peut un peu détendre l'atmosphère, mais ça ne change pas grand-chose. Et ce qu'on veut, Michel a dit des élections apaisées, d'accord, mais moi, je voudrais surtout des élections justes. Parce que dès que c'est juste, automatiquement, c'est apaisé, quoi. Mais là où il y a l'injustice, et parler d'apaisement, c'est un vœu pieux, c'est juste un rêve. Quand les élections tous les candidats en parlent aujourd'hui, élections non-violence, il y a beaucoup de campagnes qui sont enclenchées mais ils oublient l'essentiel. Si vous et moi, nous sommes dans une même maison, vous volez ma poule, vous la gardez chez vous et vous me parlez de bon voisinage, ça ne marcherait pas. Tant que moi, je verrai ma poule chez vous, en train de pondre, vous mangez, vous me dites, il faut l'apaisement. Ça, c'est encore une caricature. Hein. C'est pas de la caricature, c'est une réalité. D'accord. Merci beaucoup, Gérard. Oui, Ildefonse, sur le sujet. Oui, mais moi je crois que c'est un échec cuisant pour le pouvoir togolais.
Parce que, oui, c'est un échec. Il concède 10 jours pour qu'on puisse faire bien les choses. Il a fallu que les citoyens togolais disent que nous voulons que ce fichier-là soit consolidé, parce qu'il y a des problèmes. Mais qu'un autre chef d'État quitte un autre pays pour venir réclamer ce que les Togolais veulent, avant que le pouvoir ne cède, vous ne trouvez pas que la bonne foi dont vous parlez là n'a pas son sens? Un pouvoir qui écoute finalement. Pas du tout. D'accord, très bien. Merci beaucoup Ildefonse Akwaki. Merci Michel Tadia. Merci Gérard Ruissan. Merci aux auditeurs, parce que nous sommes parfois tellement pénibles que moi je les admire quand ils arrivent à nous écouter pendant 1h30. Merci de nous avoir suivis. Appelez-moi Eric Gator, si tout marche bien. Demain, mardi, on sera encore à ce micro. Passez une bonne suite de la journée. Au revoir. À demain.